incapables la vie des populations qui en sont la cible. Je m'arrête là pour l'islamophobie. Je pense que l'affaire est entendue. Je passe maintenant au sujet principal sur lequel on m'a demandé de parler, finalement sur lequel je n'ai pas parlé tant que ça, c'est la négrophobie. Je pense qu'il y a toutes les raisons de penser que la source primordiale de la négrophobie contemporaine est l'esclavage racial. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIIe siècle, être esclave et être nègre deviennent synonymes. Et si on ne rappelle pas ça, si on ne prend pas ça en compte, si on ne souligne pas ça, on ne peut pas comprendre ce que signifie cette négrophobie. La conséquence de ça, ça a été que le continent africain en est venu à être conçu comme un vaste réservoir de noirs à réduire en esclavage. Et ce, disons, au même titre qu'il est vu aujourd'hui sur le continent africain comme une sorte de réservoir sans fin de ressources minérales à exploiter via l'extractivisme. Bien, on avait à l'époque une forme, disons, d'extractivisme des corps noirs. Et depuis les débuts de la modernité, conséquence de cette déshumanisation originelle, cette récusation originelle de l'humain dans l'africain, comme dit Mbembe, depuis les débuts de la modernité, les Noirs ont été pensés comme le crash test de la civilisation. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les formes de violence de masse ou de torture ont été soit expérimentées sur les Noirs, soit ont été mobilisées pour les réprimer à un moment ou à un autre de l'histoire de l'Afrique ou de sa diaspora. Prenons par exemple simplement la violence capitaliste. On pense à ce que le théoricien marxiste caribéen C.L.R. James dit à propos de la plantation. Le fait que la plantation est d'une certaine manière le laboratoire de l'usine moderne, le laboratoire de la surexploitation des travailleurs. On pense aussi à ce que l'historien Marcus Rediker dit sur le navire négrier. Le navire négrier, c'est aussi une sorte de production de la valeur à partir des esclaves, et c'est aussi l'invention de la prison moderne. Là où Foucault la voyait sur le, disons, le sol européen, on peut aussi la voir dans cette, disons, l'ensemble de dispositifs sécuritaires qui s'inventent à ce moment-là sur le navire négrier pour surveiller, pour punir et pour parquer les esclaves. Si on pense aussi à la violence génocidaire, on peut se rappeler que le premier génocide du XXe siècle a été perpétré dans le sud-ouest africain, c'est-à-dire dans l'actuelle Namibie, contre les Herero et les Nama par le général von Trotha, dans une colonie qui était à l'époque une colonie allemande. Et dans cette colonie, il se trouve que le concept de Konzentrationslager, de camp de concentration, fait son apparition dans le lexique politique allemand. Et c'est pas tout, puisque sur l'île de Shark Island, au large des côtes namibiennes, un certain docteur Eugen Fink mène ses expériences, ou en tout cas prélève les éléments nécessaires à ces expériences. Qui est cet Eugen Fink? C'est un futur dignitaire nazi. Il sera le professeur à l'université de Mengele, le fameux médecin des camps de concentration, l'expérimentateur morbide sur les corps des prisonniers juifs, et accessoirement, sur cet Eugen Fischer, il est aussi ami de Martin Heidegger. Heidegger, oui, Heidegger, le grand philosophe nazi. Et donc, qu'est-ce qui intéresse Eugen Fischer en Namibie? Eh bien, c'est très simple, c'est de prélever des crânes de noirs afin de prouver, en les comparant par, disons, les méthodes scientifiques de l'époque, on les comparait aux crânes de personnes issues de la race germanique et de prouver la supériorité, bien entendu, de cette dernière. Disons, on a là, dans tout un ensemble, tout un ramassis de techniques, de sciences, de réflexion, un imaginaire qui s'élabore, qui est véritablement la matrice, sans aucun doute, de ce que seront les politiques et les réflexions scientifiques du Troisième Reich. Être noir,
c'est être descendant, nécessairement. Être noir, c'est être descendant de colonisés ou d'esclaves. Ce qui signifie être descendant d'ancêtres dont l'humanité a été contestée, a été niée et a été humiliée à peu près sur tous les plans, intellectuels et politiques. C'est être issu d'un peuple d'individus qui ont été, de fait, tenus pour jetables. Pour ne pas ni trop m'étendre, ni, louper un sujet, je voudrais terminer cette petite description de la négrophobie en abordant quelque chose qu'on oublie de temps en temps, c'est-à-dire son rapport intime avec la négrophilie, c'est-à-dire avec l'attribution fantasmatique de propriétés spécifiques aux nègres. L'attribution, par exemple, d'une force surhumaine, l'attribution de performances sexuelles exceptionnelles, l'attribut d'une beauté du corps noir qui est hérité en réalité de l'esthétique esclavagiste, etc. Mais là aussi, ce n'est pas simplement une question de représentation, ce n'est pas simplement une question d'affect individuel. Ce que je pense, c'est que les violences policières sont partie intégrante de ce processus, sont partie intégrante de la négrophobie. Mais sont aussi partie intégrante, ou sont aussi le produit de la négrophilie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les violences policières ciblent prioritairement les Noirs, en partie parce que le corps fantasmé comme surpuissant auquel on désire se mesurer est la cible privilégiée, une cible privilégiée de l'expérience de la virilité blanche. Le philosophe Tommy Curry, d'ailleurs, philosophe afro-américain, parle d'un érotisme, d'un homo-érotisme de la violence policière. Et il est vrai que, on l'a vu récemment, le viol fait partie de l'arsenal répressif de la police française. Et pas, évidemment, uniquement en France. Le viol sur les jeunes gens. Les Noirs sont partout un objet privilégié de la violence et de la répression policière, du fait des qualités fantasmatiques qu'on prête à leur corps, qui sont objets de désir, de rivalité et de volonté d'appropriation. J'ai décrit donc 3 formes de violence qui, comme vous le voyez, sont des formes de violence très spécifiques, qui charrient des imaginaires, qui charrient des modes d'attaque, des modes d'assaut, qui sont différents les uns des autres. Et disons qu'il est difficile de trouver là-dedans une catégorie englobante qui permettrait de réfléchir sur le racisme comme tel. Certaines propositions peuvent essayer de le faire. Par exemple, on essaye parfois d'avoir des propositions englobantes, qui peuvent être utiles, qui sont aussi polémiques parfois, comme par exemple la notion de suprématie blanche, qui tend à tenter de refaire une espèce de monde, une espèce de monde social cohérent à partir de ces différences. Mais ça met de côté, quand même, cette notion de suprématie blanche, il faut bien le souligner, ça met de côté le fait que aucun de ces 3 types de violences raciales n'est aujourd'hui la propriété des Blancs. Bien que, évidemment, les Blancs aient joué un rôle central, historiquement, dans la construction de ces formes de violence. Plus récemment, le philosophe Leonard Harris, dans un article de 2018, a proposé un critère central, un philosophe afro-américain lui aussi, un critère d'identification du racisme qu'il propose comme étant la durée et la qualité de la vie. Et vous l'avez entendu dans la première moitié de mon exposé, je me suis moi-même inspiré pour décrire et pour comparer différentes formes de racisme. Je vous ai juste une petite citation de son article, que je vous traduis. La probabilité de la mort définit le racisme. Qui meurt? Qui bénéficie de ses morts? Qui voit sa vie indûment écourtée? Et où sont les cibles des abrègements de la vie? Voilà comment Leonard Harris tente de définir le racisme. Et effectivement, quand on parle de profitabilité de la mort d'autrui, il y a des exemples très concrets, dont une de mes collègues à l'université Villanova m'a parlé, par exemple. Les personnes qui travaillent dans le domaine médical le savent très bien. Par exemple, quand on prend la question de la transplantation d'organes,
les conditions qui rendent possible la transplantation d'organes viables, c'est très souvent une mort prématurée. Et plus qu'une mort prématurée, c'est très souvent une mort violente. Et dans le contexte états-unien, qui sont les personnes qui, le plus souvent, subissent ces morts violentes? Ce sont les jeunes garçons noirs. À cause des meurtres, à cause de l'insécurité qui règne, l'insécurité routière, etc., etc. Et quand on compare la quantité, ou la masse, les statistiques sur les patients, les origines ethniques des patients qui donnent et les origines ethniques des patients qui reçoivent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un pipeline qui vient des jeunes noirs pour alimenter en organes les vieux blancs. C'est ça qu'on voit. Et quand on dit que l'espérance de vie écourtée des uns profite à l'allongement de la vie des autres, c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose de très matériel qui peut se mesurer dans ce genre de contexte. Donc, cette redéfinition que donne Leonard Harris, c'est certainement pas directement un outil politique. Mais je pense que c'est un outil intellectuel qui nous permet, disons, de servir un petit peu de, de sonde ou de baguette de sourcier pour détecter le racisme. Pour détecter le racisme au-delà de l'antiracisme moral et surtout pour en détecter sa dimension structurelle, sa dimension générale dans la société. Et par ailleurs, ce que je constate, c'est que plus les militants et plus les intellectuels avancent dans l'identification des spécificités de chaque forme de violence raciale, plus l'injonction à ne pas hiérarchiser les racismes se fait pressante. Le problème de cette injonction, c'est qu'elle cache souvent, je crois, une injonction à l'ignorance. C'est-à-dire, c'est une injonction, non pas à ne pas comprendre, c'est une injonction non pas à ne pas hiérarchiser, parce que personne ne hiérarchise. Qu'est-ce que ça veut dire une hiérarchie des racismes? Alors ça, c'est comme le jeu des enfants. Qu'est-ce que tu préfères, avoir des pieds palmés ou avoir des bras mous? C'est ce type de comparaison-là. C'est pas une comparaison. Mais par contre, je pense que c'est peut-être pas un progrès, mais que c'est une bonne chose, peut-être, cette éclipse, peut-être momentanée, mais cette éclipse de la catégorie englobante du racisme, le fait qu'on revienne à des catégories plus modestes, le fait qu'on essaye de comprendre la spécificité de chaque processus dans sa matérialité historique, dans ses effets sur les existences de ceux qui en sont les cibles, et je pense que c'est quelque chose qui nous permet véritablement de poser les bases pour tisser des alliances authentiques. Parce que des alliances qui sont fondées sur des injonctions au silence, qui sont fondées sur la méconnaissance de l'expérience historique et de la situation sociale d'autrui, ce ne sont pas des alliances. Ce sont des alliances de paille. Pour qu'il y ait de véritables alliances, il faut une véritable connaissance, et une véritable connaissance des uns et des autres, qui fondent la solidarité sur la connaissance, et non pas sur l'ignorance, et sur la volonté d'opportunisme. Et ça, je vous remercie ce soir pour avoir rendu cela possible. C'est une vraie preuve de courage. Merci.